Bonjour et bienvenue. Alors, le Moyen-Orient. Une fois de plus, la région est au bord du gouffre. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on assiste à une stratégie, un plan mûrement réfléchi, ou est-ce que c'est plutôt un pari politique hyper risqué avec des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Eh oui, ça recommence. Le 28 février. Souvenons-nous, c'était il y a moins d'un an, après le dernier grand conflit, des frappes israélo-américaines ciblent directement l'Iran. Et là, c'est l'étincelle. Ça déclenche une escalade régionale massive qui a complètement redéfini toutes les tensions, et ce, en l'espace de quelques heures. Voilà, on en arrive à la question centrale. Est-ce qu'il y a un grand plan derrière tout ça, une vraie vision géopolitique? Ou bien, est-ce que tout ça n'est pas plutôt dicté par des urgences de politique intérieure, des calendriers électoraux qui en quelque sorte prennent en otage la stabilité d'une région tout entière? C'est ça le cœur du problème. Allez, première partie, une région en feu. Pour bien saisir les enjeux, il faut vraiment revenir au point de départ, à cette fameuse réaction en chaîne qui a suivi les premières frappes. Voyons un peu comment tout s'est enchaîné. Ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. Regardez bien, en 72 heures chrono, le conflit a changé de dimension. On est passé d'une frappe qu'on pensait ciblée à une véritable confrontation régionale. Et le point culminant, c'est bien sûr la fermeture du détroit d'Ormuz, une artère absolument vitale pour le commerce mondial. C'est énorme. Deuxième partie, la politique de la guerre. Et là, on entre dans le vif du sujet. Parce que ce que les analystes suggèrent, c'est que ce conflit a peut-être moins à voir avec une grande stratégie qu'avec des besoins politiques très très court-termistes, que ce soit à Washington ou à Tel Aviv. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On a deux dirigeants qui semblent agir comme dans un miroir. D'un côté, Donald Trump, qui a besoin de galvaniser sa base évangélique juste avant des élections cruciales, et de l'autre, Benjamin Netanyahou, pour qui agiter la menace iranienne serait un moyen en or de faire oublier ses problèmes intérieurs. Le truc, c'est que chacun prend un risque absolument énorme. Et tout ça pourquoi? Pour des gains politiques qui semblent très éphémères. Et le plus fou dans tout ça, c'est le décalage. Mais un décalage abyssal entre ces décisions politiques et ce que pense la population. Les chiffres sont clairs, moins de 30% des Américains soutiennent cette opération. C'est incroyablement bas. Ça montre une vraie fracture, y compris au cœur même de l'électorat de Donald Trump. Et cette phrase, elle résume parfaitement le malaise. America First se transforme en Israel First. Pour beaucoup de partisans de Trump, ceux qui avaient été attirés par sa promesse de non-intervention, eh bien c'est une véritable trahison. Ils ont le sentiment que les intérêts d'un allié passent désormais avant ceux de leur propre pays. Troisième point, une dangereuse erreur de calcul. Parce qu'au-delà de la politique, il y a ce qui est identifié comme l'erreur stratégique majeure dans cette affaire, une mécompréhension quasi totale de l'adversaire iranien. Alors la tactique au cœur de cette opération, c'est ce qu'on appelle une frappe de décapitation. L'idée, sur le papier, est simple, hein. On élimine la tête, les dirigeants, et on pense que tout le reste de la structure va s'effondrer comme un château de cartes. C'est un concept très très ancré dans la doctrine militaire occidentale. Sauf que c'est précisément là que le bât blesse. L'hypothèse occidentale semble reposer sur une vision de l'Iran, disons, un peu archaïque, presque tribale. Tuer le chef, la tribu s'écroule. Mais la réalité du terrain serait tout autre. L'Iran est un État moderne, structuré, qui a préparé la succession. Donc, non seulement l'assassinat n'affaiblirait pas l'État, mais il pourrait même le renforcer en créant un martyr et en unifiant la population contre l'agresseur. C'est l'effet inverse. Et puis, il y a le risque militaire pur et simple. On a tendance à l'oublier, mais l'Iran n'est pas sans défense. Ils ont des armements modernes, capables de faire très, très mal. Cette phrase « Imaginez le traumatisme d'un porte-avions américain lourdement endommagé », ça dit tout. Un porte-avions, c'est le symbole de la puissance américaine. L'idée même qu'il puisse être touché, c'est un scénario que les États-Unis n'ont pas envisagé depuis des décennies. Allez, on prend un peu de hauteur. Quatrième partie, un nouvel ordre mondial. Parce que ce conflit, en fait, il est révélateur d'un choc beaucoup plus large. C'est un affrontement entre deux visions du monde, deux philosophies radicalement opposées. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, on a l'Occident, dont l'horizon est souvent celui de la prochaine élection. Ça pousse à privilégier les coups militaires tactiques, les actions spectaculaires à effet immédiat. Et de l'autre, des puissances comme la Chine ou la Russie, au sein des BRICS, qui jouent sur le très long terme, avec le développement économique comme arme principale et une vision de la guerre comme un dernier recours absolu. Deux mondes. Et cette différence de perception du temps, c'est peut-être la clé pour tout comprendre. L'Occident a les yeux rivés sur le cycle de l'actualité, sur la prochaine élection, l'immédiat.
Pendant ce temps, d'autres acteurs pensent en termes de décennies, de domination économique, voire de nouvel ordre mondial à l'échelle du siècle. Ils ne jouent tout simplement pas sur le même échiquier temporel. Et forcément, cette vision à court terme a des conséquences. Et elles sont désastreuses. Les bases américaines, qui étaient là pour protéger les alliés, les transforment en cibles. Du coup, un pays comme l'Arabie Saoudite se dit peut-être que la neutralité, c'est pas si mal. Et, pendant que l'Occident est embourbé, qui avance ses pions tranquillement? La Russie et la Chine. C'est presque un cas d'école d'auto-sabotage stratégique. Alors, au final, quel est le prix de ce court-termisme? Et qui est vraiment en train de gagner à ce petit jeu? Faisons le point sur la thèse centrale de cette analyse. Cette citation-là, elle tape en plein dans le mille. En Occident, nous sommes devenus des faiseurs de coups tactiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est devenus des experts de l'action réactive, du gain immédiat, mais qu'on a complètement perdu de vue la grande stratégie, la vision à long terme. On gère l'urgence, on ne construit plus l'avenir. Et voilà le paradoxe, l'ironie ultime de toute cette histoire. En cherchant à tout prix une victoire politique à court terme, ces dirigeants sont en train de saboter la sécurité et l'influence de leur propre pays sur le long terme. C'est un peu comme gagner une bataille électorale aujourd'hui, mais en risquant de perdre la grande guerre géopolitique de demain. Et donc, on termine avec cette question qui reste en suspens. Pendant que l'Occident est obsédé par le prochain coup tactique, est-ce que le reste du monde n'est pas tout simplement en train de gagner la partie patiemment? Est-ce que cette obsession de l'immédiat ne nous fait pas passer à côté du vrai changement de paradigme mondial? C'est une réflexion qui, bien sûr, va bien au-delà des seules frontières du Moyen-Orient.